5 ans, jour pour jour, que le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est à la tête du Gabon. 5 ans marqués par de grandes et ambitieuses réformes, plusieurs chantiers réalisés et en cours de réalisation, les grands chantiers du gouvernement de la République, les politiques publiques, l'objet de notre émission, votre émission, Faire savoir, désormais sur Gabon Télévision, une émission bimensuelle d'information gouvernementale. Notre premier invité, le ministre Magloire Gambia. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonsoir. Une fois de plus. Merci. Le principe de l'émission est simple. 6 journalistes vont se succéder, se relayer ici. Ils ou elles, en tout cas les journalistes de la presse écrite, la presse en ligne et audiovisuelle vont vous poser quelques questions, vous répondrez et nous prendrons également des réactions des réseaux, sur les réseaux sociaux. Il y aura aussi dans cette émission, ce premier numéro de Faire savoir, le traditionnel micro-trottoir pour que vous ayez une idée de la réaction des Gabonais face au département ministériel dont vous avez la charge. Pour démarrer cette émission, nous vous proposons de suivre ces quelques réactions. Le fait déjà d'initier ces différents chantiers est une bonne chose parce que tout peuple aspire toujours à un mieux-être. Mais les chantiers sont tellement nombreux qu'aujourd'hui nous nous interrogeons sur comment dirais-je, l'arrivée à bonne fin de ces chantiers. Était-il judicieux de tout embrasser en même temps ou n'aurait-il pas fallu avancer progressivement en amorçant chantier par chantier? L'idée elle est bonne parce qu'on voit là le fait que le pouvoir s'intéresse au sort des populations, mais encore faut-il qu'ils aillent jusqu'au bout. Les routes sont parfois très mal construites. Et si elles ne sont pas trop étroites, elles sont trop larges. Si elles ne sont pas trop larges, elles sont mal, disons, alignées. Des croisements qui peuvent causer facilement des accidents. Oui, je remarque une amélioration, par exemple dans le cas de Port-Gentil, parce que je suis native de la ville de Port-Gentil. Il y a plusieurs routes qui ont été tracées. Bon, c'est favorable pour certains riverains. Libreville et Lambaréné, qui ont été très bien goudronnées, très bien tracées, sont toutes propres. C'est le point positif de la situation. Moi qui voyage beaucoup à l'intérieur du pays, il y a 10 ans en arrière, j'aurais constaté que beaucoup de choses ont changé. Quand vous voyez par exemple la route qui est du sud, c'est vraiment une véritable merveille. On peut partir donc aujourd'hui de Libreville jusqu'à Andende, en veste, cravate, sans être sali. Ça veut dire que vraiment, c'est une bonne chose. Le pont sur la Bagno, ça, c'est quelque chose de palpable. Ce ne sont pas des chimères, ce n'est pas de l'utopie. Le pont est là, les gens le traversent, l'empruntent. C'est vraiment extraordinaire. Concernant les routes, bon, vous voyez que les routes constituent un véritable problème de nos jours. Les gens n'arrivent pas à circuler tranquillement. Il faut se réveiller, par exemple, moi qui suis à Issassa, il faut se réveiller à 4 h du matin pour arriver à l'école à l'heure. Si 6 heures nous trouvent au 12, ce qui est sûr, c'est qu'on va arriver en retard. C'est vraiment un véritable problème. Il faut que le ministre mette l'accent là-dessus. Monsieur le ministre, Nicole Okawe et Charlène Meza nous ont rejoints sur ce plateau. Avant de leur donner la parole pour la première série de questions, votre réaction? Merci. À l'écoute de ces éléments, ce que l'on peut dire, c'est que la population reconnaît naturellement que des efforts importants sont réalisés. Dans le domaine des routes, notamment la construction des routes, mais on note aussi encore une insatisfaction parce que c'est évident que tout le monde veut voir tout de suite la route qui passe devant chez soi être faite, mise aux normes. C'est donc un travail de longue haleine.
Le gouvernement met un accent particulier sur cette question. Les instructions donc du président de la République sont, conformément au schéma national de développement des infrastructures, faire en sorte que le pays puisse rattraper le retard que nous avions dans ce secteur-là. Et nous sommes certainement sur la bonne voie, puisqu'on voit que dans votre micro-trottoir, beaucoup de personnes interviewées dans ce cas montrent leur satisfaction et indiquent justement les changements qui sont en train de s'opérer. Le gouvernement s'est donné pour mission de réaliser de 2010 à 2016 3600 km de routes à bitumées. À ce jour, nous n'en sommes qu'à près de 1300 km de routes. Pensez-vous à cette allure pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes assignés? J'apporterai une correction. Nous sommes à 1500 km, dont 400 et quelques, un peu moins de 500 qui ont été livrés et 800 et quelques en cours de réalisation. Nous avons, je pense, pris le bon rythme, puisque jamais dans notre histoire, récente que beaucoup d'entre nous connaissons, un effort aussi considérable n'a été consacré à la question. Donc nous sommes à 1500, d'autres chantiers devront être lancés, des chantiers tout aussi importants. On ne désespère pas. Et je ne sais pas si dans votre calcul, justement, vous avez pris en compte les voiries dans les villes ou alors seulement les routes nationales. Pour le moment, nous en sommes en route nationale. Voilà, mais il faut voir ça comme une question beaucoup plus globale qui intègre à la fois les routes nationales, mais également les voiries dans nos villes, comme certains, on a pu le retenir dans votre micro-trottoir. La question se pose autant entre les différentes provinces, les différentes capitales provinciales et la capitale qui est Libreville, mais également dans les villes. Donc il faudrait peut-être tenir compte également de ce travail. Nous allons en parler, monsieur le ministre, c'est sûr, nous allons en parler. Bonsoir. Ok, monsieur le ministre, moi je voulais revenir, vous avez parlé tantôt de l'entretien de la route. Vous avez dit que la route a une durée de vie. Et donc moi j'aimerais savoir, comme tous les Gabonais, comment est-ce que ça se passe? À qui incombe l'entretien de cette route? Elle est réalisée, c'est bon, mais qui s'occupe de l'entretien, vérifier la durée de vie et tout le reste? Dans cette même perspective, monsieur le ministre, le département ministériel dont vous avez la charge vient de réhabiliter le pont, sur le fleuve Como, à Kango. Là encore, on s'interroge sur l'entretien de cette infrastructure. Qu'est-ce qui va en être dans 10 ans, dans 15 ans? Que prévoit le gouvernement? Nous avons un instrument qu'on appelle le fonds d'entretien routier. Donc cet instrument est là pour assurer le financement de l'entretien de ces routes. Le ministère procède à la programmation, donc en fonction des ressources mises à disposition, cet entretien peut être régulièrement fait, c'est le cas. C'est d'ailleurs ce fonds d'entretien qui a financé la réhabilitation du pont que vous évoquez. Pour le reste, il faut un suivi régulier, une programmation pour éviter justement que les dégâts qui apparaissent ne prennent de l'ampleur. Et c'est ce qui est fait couramment. Point sur la modernisation des infrastructures routières au Gabon. Travaux actuellement terminés. Route Sougamou-Mouila, 108 km. Route Ndende-Lebamba, 37 km. Construction du pont de Mayumba, 500 mètres. La traversée sur la Bagno se déroulait en bac. Actuellement, la traversée se fait sur le pont. Route du Cap Extérias, 20 km. Travaux en voie d'achèvement. La route Akini-Okonja, 74 km. La route Akini-Okonja avant travaux. La route Akini-Okonja actuellement. Route Mwanda-Bakumba. Route Mwanda-Bakumba avant travaux. Route Mwanda-Bakumba actuellement. Chibanga-Mayumba avant travaux. Chibanga-Mayumba après travaux. La route Ndjolé-Medouman, 47 km. La route Ndjolé-Medouman actuellement en construction. La route Mouila-Ndende, 76 km. La route Ndende-Chibanga, 90,75 km. La route Ndende-Chibanga actuellement en construction. Cellule communication gouvernementale.
tant que chef de département ministériel en charge de l'habitat, vous êtes le premier architecte, le responsable de la mise en œuvre de la politique du logement, de la construction du logement. Et devait traduire dans les faits, effectivement, l'engagement du chef de l'État qui était de fournir 5 000 logements par an. Dans une interview à un hebdomadaire international, le chef de l'État s'est dit insatisfait de l'exécution de ce volet de son programme social. Le gouvernement fait certainement des choses. Qu'est-ce qui s'est fait concrètement en matière de logement? Donc depuis 2009 aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, des programmes ont été mis en route. Ces programmes couvrent aujourd'hui l'ensemble du territoire. Ces programmes visent 2 catégories de population. Vous avez les populations qui sont solvables, mais qui demandent à être accompagnées par ces mécanismes dont on parlait, notamment le crédit, des crédits sur du long terme, pour pouvoir acquérir leur maison ou leur logement. Et vous avez l'autre catégorie, ce sont ce que l'on peut appeler les économiquement faibles, qui ont besoin d'avoir un accompagnement, notamment soit par des bonifications de loyers ou de taux, pour pouvoir rentrer dans les mécanismes qui sont mis en place. Aujourd'hui, pour la première catégorie, nous avons pu obtenir des crédits sur une durée de 15 ans. Mais comme vous le savez, le président de la République demande que ça aille jusqu'à 20 ans. Donc, pour ces gens qui, aujourd'hui, peuvent payer ces 200 000 francs, cette question est prise en charge beaucoup plus facilement. Reste la deuxième catégorie, qui est l'appel des bonifications. Donc, pour cette catégorie-là, nous sommes en train de mettre également des instruments pour pouvoir bonifier ou le loyer ou le taux d'intérêt pour permettre de récupérer une autre frange de la population. Donc, sur le marché aujourd'hui, vous avez une offre qui concerne à la fois l'accès direct au logement, ce qui est fait par la SNLS et la SNI depuis un certain temps. Vous allez avoir, dans une semaine ou deux, l'accès à la location sur des logements construits par l'État, donc dans les lotissements qui sont faits à Angonje, à des prix qui seront bonifiés pour les populations les plus faibles. Vous avez, économiquement les plus faibles, vous avez une offre qui est faite sur des terrains. Nous viabilisons des terrains que nous mettons à la disposition des Gabonais avec des titres fonciers, suivant des règles qui respectent le bon aménagement de l'espace, donc que nous appelons Smart Code. Donc aujourd'hui, en termes de logement, les logements sont en construction et seront livrés au fur et à mesure. Ils sont visibles, on peut les voir à Libreville, à Port-Gentil, à Franceville. À peu près combien sur l'ensemble du territoire national? Sur l'ensemble du territoire, les programmes qui sont aujourd'hui bouclés atteignent les 12 000, donc qui sont en construction. Voilà. Là-dedans, nous intégrons une série d'actions. Vous avez des logements pour l'acquisition, mais nous construisons aussi des logements pour reloger les populations qui sont touchées par la mise en œuvre d'un certain nombre de projets d'infrastructure. C'est le cas notamment des bassins versants, si vous avez entendu parler de ce projet. Les populations seront déplacées, relogées. L'État, au lieu d'indemniser ces populations, va les déplacer pour les reloger. Donc des logements sont construits dans ce cadre-là. Et comme vous le savez, nous avons lancé une opération d'identification des populations qui vivent dans les zones à risque. Ces populations seront également déplacées dans ces logements en construction. Monsieur le ministre, on a évoqué la volonté manifeste du président de la République de faire du partage une véritable réalité. Il y a également la redistribution de la richesse. Je posais une question très simple, hein, peut-être vous donner l'occasion de tordre le cou à une certaine assertion. Est-ce que les Gabonais les plus nantis, est-ce que les membres du gouvernement, est-ce que ceux qui sont dans la haute administration et ont des responsabilités sont éligibles par rapport à ces logements sociaux? Parce que ce qu'il s'est dit parfois dans les quartiers, c'est que bon, mais c'est bien, mais eux-mêmes, ceux qui sont en haut, s'accaparent déjà ces villas-là. Pour les faire louer ensuite. Fort heureusement, pour cette fois-ci, ça a été interdit. Donc, je pense que vous avez suivi le communiqué du Conseil des ministres. Le président de la République y tient fortement. Les logements iront d'abord vers ceux qui en ont le plus besoin, c'est le cas. Et les membres du gouvernement, je vous rassure, n'ont pas postulé dans ces programmes-là. Mais qui va faire le gendarme, monsieur le ministre? Le ministère de l'Habitat? Non, je pense que c'est transparent. Donc
il y a des critères d'éligibilité qui sont connus, vérifiables. Et je pense qu'aujourd'hui, non. Pas de soupçon, hein. Je pense que les choses se passent bien, c'est plus simple. Rodrigue, une dernière préoccupation. Alors, Monsieur le ministre, il y a la Société nationale immobilière, la SNI, il y a la SNLS, la Société nationale du logement social qui existe aujourd'hui. Doit-on parler de complémentarité entre ces deux entités ou vous estimez peut-être qu'il y a une entité de plus? Quelle va être la ligne de démarcation? Il y a même, je pense que c'est plutôt insuffisant. Nous visons, nous parlons de maison, mais en réalité on parle d'un marché dans lequel il y a une offre, il y a une demande. Alors, pour avoir une offre conséquente, où vous avez une très grande société qui peut produire les 5000 du coup, ou alors vous en avez plusieurs. Et des raisons techniques militent pour qu'il y ait plusieurs sociétés. Pour la simple raison que pour obtenir les financements, par exemple auprès des banques, vous ne pourrez pas le faire avec un seul instrument. Il vaut mieux diversifier. Comme ça, c'est deux clients différents qui se présentent à la banque au lieu d'en avoir un. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et les deux sociétés ont chacune leur programme. Donc, il n'y a pas de... Au contraire, on est dans une situation plutôt de complémentarité et peut-être même de concurrence aussi, parce que la concurrence, c'est une bonne chose pour tout le monde, puisque vous voyez que si l'une baisse les prix, l'autre est obligé de faire un effort pour suivre ce mouvement. Donc je pense que ça ne peut être qu'au bénéfice du client, des différents clients que nous sommes. Et donc en conclusion, après la SNI et la SNLS, on pourrait voir d'autres opérateurs dans ce marché? Rien n'est interdit. On peut demain avoir un opérateur qui serait concentré peut-être sur Port-Gentil ou sur une autre région, ainsi de suite. Mais de toute façon, avec l'entrée des opérateurs privés, on s'achemine de fait vers une concurrence beaucoup plus élargie sur le marché. D'accord. Innocent Badouma, Ange Snella Pambo, merci pour toutes ces questions. Oui. Monsieur le ministre, nous allons poursuivre cette émission avec le dernier pan, celui concernant l'aménagement du territoire. Et justement, nous vous proposons de regarder cet élément, nous nous retrouvons juste derrière. Voici le quartier derrière l'hôpital dans le 3e arrondissement de Libreville. Ici, les conditions de vie des populations sont des plus déplorables. Déjà, vous-même, vous voyez dans quelles conditions les gens vivent. Ça ne ressemble pas à une zone de centre-ville. Et théoriquement, moi, je trouve que c'est un projet louable. Enfin, ils ont pensé à nous parce que c'est de plus belle lurette que ce projet existe. Les conditions de vie des populations n'est pas adéquates. Nous subissons des inondations, des éboulements. Ce quartier sous-intégré de la capitale gabonaise est aussi concerné par le projet d'aménagement des bassins versants. La destruction de ces habitations précaires, annoncée par le gouvernement de la République il y a quelques mois, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Moi, je suis pour parce que la décision n'émane pas d'aujourd'hui. C'est une vieille décision. Ce dossier-là, ce n'est pas un dossier d'aujourd'hui, c'est un vieux dossier qui a toujours traîné sur les mains du gouvernement, mais ils n'ont jamais tenu compte de cela. Monsieur le ministre, une première réaction après cet élément, que fait cet organisme, l'UCET? Il fait partie de vos services. Oui, elle a en charge une question très importante qui est celle de l'assainissement de Libreville. Comme vous pouvez l'imaginer, Libreville est une ville qui a quasiment les pieds dans l'eau, puisque vous avez beaucoup de lits de rivières, ce qui produit des inondations, notamment en saison de pluie. Et il y a donc là une action entreprise par le gouvernement pour essayer à la fois de maîtriser ces eaux, mais également de profiter de ce prétexte pour essayer de remodéliser certains de nos quartiers. Donc l'UCET s'occupe de cette question importante, à la fois la réalisation de l'assainissement, mais également le relogement des populations qui sont touchées par ces différents chantiers. Mais la question que l'on se pose, c'est le retard avec lequel le gouvernement a pris cette affaire en main, alors que ce problème existe depuis longtemps, car les populations constatent que les membres du gouvernement eux-mêmes se logent très bien dans les quartiers UP, alors que les populations restent, comme vous l'avez si bien dit, les pieds dans l'eau. Alors,
on impute cela le plus souvent à une absence ou à une insuffisance de volonté politique. Alors, le problème existe depuis quand? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il date d'aujourd'hui. Mais pour avoir une bonne réponse à la question, il nous fallait certainement passer par des études. Et c'est ce que nous avons fait. Donc aujourd'hui, nous avons des dossiers bien montés. Le projet que j'évoquais est par exemple financé par la BEDAC pour ce qui est du relogement et pour l'AFD, par l'AFD pour ce qui est de la construction donc de l'ouvrage d'assainissement. Nous avons des projets bien montés, nous avons des partenaires intéressés à financer. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est certainement plus près de la réponse, la solution qu'autre chose. Et vous pouvez aller à Bikele, visiter le lotissement en cours de construction où ces populations seront logées. Donc je pense que le gouvernement a pris la question à bras-le-corps, des réponses sont apportées, les financements sont trouvés. Donc il s'agit maintenant de respecter les phases de mise en œuvre, à savoir la construction de logements, le déplacement des populations, avant de traiter les différents cours d'eau. Déguerpissement clé en main. Voilà. Et c'est important parce que ça touche une autre question qui nous concerne tous, c'est que très souvent, nous avons eu du mal à faire démarrer des projets ici à cause de cette question des indemnisations. Et on a indemnisé pendant longtemps, mais on a vu qu'en réalité, on a tout simplement déplacé le problème, puisque les populations qui étaient préalablement indemnisées dans certaines zones sont les mêmes que nous sommes aujourd'hui en train de déplacer par ailleurs, parce que tout simplement, la question n'avait pas été traitée, j'allais dire, de manière définitive. Peut-être apporter une précision, c'est de savoir à qui incombe la responsabilité aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? La responsabilité de quoi? En ce qui concerne le plan de relogement. Effectivement. Pouvez-vous revenir sur le plan de relogement, Monsieur le Ministre? Non, je voulais dire qu'en réalité, ces mécanismes ont été mis en place depuis déjà un certain nombre d'années. Les déguerpissements qui se sont faits dans la zone d'Angonje, là où le lotissement a été construit, ont été accompagnés d'une mise à disposition de parcelles et d'une indemnisation. Donc les gens se sont relogés. Si vous allez à côté de l'école publique d'Angonje, sur la voie du Cap, tous ceux qui construisent là, c'est des terrains qui ont été viabilisés par l'État et mis à disposition. C'est quelque chose qui est courant aujourd'hui, mais nous sommes allés beaucoup plus loin en nous disant qu'il valait mieux donner une maison. Ça a un impact, comme je l'ai dit, et de toute façon, on avait du mal à discipliner les gens, parce que à chaque fois que les indemnisations étaient faites, le résultat final n'était pas celui que l'on attendait, parce que généralement, les récipiendaires n'utilisaient pas cet argent pour construire quelque chose qui était acceptable. Donc là, on règle définitivement la question parce que l'État se charge de mettre ses concitoyens dans des lotissements qui sont conformes à ce que l'on veut faire, avoir une belle ville, mais également permettre à ces citoyens, par une action finalement qui est inclusive, de rentrer dans une zone, comme je l'ai dit, qui est aux normes avec toutes les commodités que l'on peut souhaiter. Le premier établissement universitaire du Gabon fut créé en 1970 sous le nom d'Université nationale du Gabon, UNG, rebaptisée en 1978 Université Omar Bongo. Quelques années plus tard, en 1985, une deuxième université accueille les formations scientifiques, jusque-là organisées dans le cadre de l'UOB. Il s'agit de l'USTM, l'Université des sciences et techniques de Massoukou à Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogooué. Nous sommes au sud-est du Gabon. Depuis lors, pour des raisons politiques diverses,
l'université gabonaise a connu de nombreuses mutations qui ont notamment favorisé la création, en 2002 par exemple, de l'université des sciences de la santé à Ovendo. Dans cette même perspective, l'on observe l'autonomisation des grandes écoles et instituts, l'ENSET, l'ENS, l'IST, l'INSG, pour ne citer que cela. Cependant, l'enseignement supérieur au Gabon, comme dans d'autres pays, n'est pas un long fleuve tranquille. Tout au contraire, le secteur fait face à de nombreuses difficultés. Au premier chef, des grèves interminables des étudiants et des enseignants. Il s'agit aussi du système, l'arrimage au système LMD, la recherche, les politiques publiques, les structures d'accueil, les grands chantiers du gouvernement de la République. Autant de points qui vont rythmer, articuler cette émission, ce deuxième numéro de votre émission, notre émission Faire savoir, consacrée aujourd'hui à l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation technologique. Suivant ce reportage qui jette un regard à l'université Omar Bongo dans le cadre de la rentrée académique 2014-2015. Nous nous retrouvons juste derrière. Le Gabon présente pas moins de 3000 candidats au bac chaque année. L'UOB voit ainsi sa population estudiantine s'accroître à la rentrée scolaire. Une situation qui doit impliquer de nombreux aménagements tant sur le plan infrastructurel qu'académique. Lorsqu'il y a accroissement de la demande, il faut également des structures adéquates pour accueillir selon cet étudiant. Pour le standard dans nos attentes, il y a beaucoup de secteurs. Au niveau des pavillons, on a l'ancien pavillon, je pense le F, qui n'est toujours pas fini. Au niveau de la bibliothèque, parfois le bunker, bon, on ne peut pas trouver le nom, ce n'est qu'un chantier. Sur le plan académique aussi, plus les années passent, plus l'État doit veiller à adapter son système aux nouvelles techniques de formation. Et pour le corps enseignant, s'il y a déjà des avancées, il faut néanmoins revaloriser le secteur en le faisant connaître à l'extérieur. Quand vous permettez, vous donnez des outils nécessaires aux étudiants, aux chercheurs, au personnel d'aller de l'avant, eh bien vous avez des bons résultats. Pourquoi pas? Il serait important dans ce cas qu'il y ait un programme qui permet par exemple à tout enseignant-chercheur qui veut poursuivre effectivement sa carrière dans le cadre de la recherche, de pouvoir suivre des cours de langue. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. On n'a plus besoin d'avoir des grandes bibliothèques physiques. Un chercheur qui a accès à des revues en ligne, c'est un chercheur qui se rapproche plus du chercheur américain, français, ainsi de suite, de l'université. Des propositions que la tutelle a certainement prises en compte au cours des différentes rencontres avec les principaux acteurs du secteur. Seul le temps reste désormais soit l'allié ou l'ennemi de la politique envisagée pour les mois à venir. Monsieur le ministre, depuis près de 20 ans, les universités gabonaises, voire les grandes écoles, connaissent des mouvements d'humeur, notamment le cas récurrent de l'UOB. Comment faire pour s'en sortir, monsieur le ministre? Écoutez, je crois que la question est vaste que vous posez, parce que les mouvements de grève n'ont pas toujours le même objet. Des fois, il s'agit de questions qui sont liées aux bourses des étudiants, pour ce qui concerne le secteur public. Des fois, ce sont des revendications qui sont du corps enseignant parce qu'elles appellent que l'État réagisse, trouve des solutions à certains problèmes qui sont posés. Le plus important dans la question que vous posez, c'est de se dire que lorsqu'un problème est posé, qu'il soit au niveau des étudiants ou au niveau des enseignants, il est important qu'on puisse adresser ces questions-là. Et c'est en adressant ces questions-là que l'on veut trouver des réponses. Trouver ces réponses, c'est l'instauration presque continue d'un dialogue quasi permanent avec ce que moi je considère comme être des partenaires, que ce soit le corps enseignant à travers leurs syndicats, que ce soit les étudiants à travers leurs organisations, ou que ce soit le personnel administratif également des universités. Mais le cahier des charges est quasiment le même chaque année. Le cahier des charges n'est pas nécessairement le même. Parce que dire que le cahier des charges est le même, vous voulez dire que depuis 1970, nous n'avons pas avancé. Alors que vous-même, vous constatez que nous avons avancé depuis 1970. Au niveau de l'université Omar Bongo, il y a un ensemble de bâtiments qui sont créés. Au niveau des offres de formation, des filières de formation, il y en a plusieurs qui ont également été offertes maintenant aux étudiants gabonais. Les problèmes ne sont pas les mêmes, mais ils sont attachés à des situations qui sont tout à fait particulières et liées à une époque tout à fait particulière également. Isaac Makanga, une dernière question.
Monsieur le ministre, il se pose des problèmes des infrastructures au niveau des universités et des grandes écoles, notamment des auditoriums. Il semble que l'État ne suit pas. La population étudiantine s'accroît. Malheureusement, certaines structures posent problème, notamment les auditoriums dans certaines grandes écoles et universités. Il y a encore ce problème de capacité d'accueil. Mais c'est la question véritablement de la massification des effectifs dans nos établissements d'enseignement supérieur. Et la prospective, monsieur le ministre, la prospective. J'en arrive. Je reviens sur les efforts fournis par le gouvernement depuis au moins 4 ou 5 ans pour mettre à la disposition donc de nos infrastructures, à l'intérieur de nos infrastructures universitaires, d'infrastructures qui soient suffisamment modernes et qui soient suffisamment adaptées à l'amélioration des conditions de vie et celles de l'enseignant et de l'apprenant. Dans ce cadre-là, puisque vous évoquiez la question de l'UOB, j'aimerais vous dire qu'il y a un grand projet de revisitation de l'UOB, puisque avec l'Université de l'Oregon, il y a un master plan global qui a été mis en place pour revisiter non seulement la qualité des bâtiments, améliorer également ce qui est l'existant et voir comment construire à l'intérieur de nos universités ces infrastructures-là pour qu'elles puissent accueillir effectivement le plus grand nombre d'étudiants dans les meilleures conditions d'apprentissage possibles. L'UOB, à l'instar des autres universités ou écoles supérieures du Gabon, temple de savoir ou usine à fabrique de l'intelligentsia Made in Gabon, offre depuis ces 5 dernières années un visage bien plus plaisant. C'est l'avis général. Étudiants et enseignants s'accordent en effet à confier que des avancées sont notées dans la liste chapelleresque de leurs revendications. 2 points majeurs semblent trouver l'assentiment de tous: la revalorisation des infrastructures avec la construction ou l'élargissement de nouveaux bâtiments, en l'occurrence des salles de classe, les restaurants ou des salles pédagogiques à l'UOB, l'ENS, l'ENSET ou l'ITO, entre autres. Sur le plan contenu, une prise en compte des revendications des enseignants et étudiants a conduit à l'amélioration des conditions de travail. Et si vous permettez à votre enfant de vous faire des propositions, vous allez voir, votre vie des familles va s'arranger automatiquement. Malgré ce beau tableau, beaucoup reste encore à faire. Dans le domaine des infrastructures, l'ENS connaît encore des salles de classe à effectifs pléthoriques, environ 50 élèves par classe en première année. Les bibliothèques ont des manuels usés par le temps, le nombre de places reste insuffisant au campus et le retard de la bourse observé chaque année. À l'heure du numérique, la connexion Internet reste un luxe pour le grand nombre, fait que déplorent la plupart des usagers dans les différents établissements universitaires. On vous vend Internet pour tout le monde, mais tout le monde n'a pas accès à Internet. Il faut déjà avoir un support informatique comme un ordinateur portable. Ce n'est pas à la portée de tous les étudiants, ni de tous les enseignants d'ailleurs. Si sur le contenu à l'UOB, les étudiants semblent souffler, dans les écoles supérieures, ils continuent de subir les humeurs des enseignants. À l'ENS par exemple, bon nombre apparaissent en cours au gré de leurs humeurs. Les examens ne sont pas sérieusement préparés, une situation qui a pour conséquence de susciter le désespoir chez les futurs professeurs, dégoûtés de se retrouver victimes expiatoires du peu de conscience professionnelle de leurs aînés. D'autres problèmes assombrissent le tableau. Cependant, l'optimisme reste de mise selon l'avis général. La mise en place d'une mutuelle pour tous les étudiants, la continuité des travaux d'aménagement des infrastructures démontre le désir des gouvernants de parachever l'œuvre entamée, à la tutelle désormais de prendre en compte et d'assurer le traitement des propositions faites pour le succès véritable de toutes les réformes. Monsieur le ministre, déjà vous demandez une réaction par rapport au reportage qui vient de passer. Écoutez, ce reportage adresse plusieurs questions. Il y a la question non seulement de la restauration universitaire, il y a la question de l'hébergement,
il y a la question des campus numériques, il y a plusieurs questions qui sont abordées. Par rapport à ça, si vous me le permettez, certains étudiants, et notamment des enseignants également, disent que vous avez certainement, ou plutôt l'État a certainement pensé à l'aménagement de nouvelles salles de classe, mais en ce qui concerne de nouveaux restaurants également, mais en ce qui concerne par exemple le nombre de places au campus, ou alors dans d'autres écoles comme par exemple l'ENS, beaucoup reste à faire. Il est sûr qu'il y a des choses à faire. Il est sûr également que les conditions de vie des étudiants dans ces campus ne sont pas les plus salubres possibles et qu'à ce sujet, le gouvernement doit prendre ses responsabilités et agir pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Mais vous savez, les choses sont liées les unes avec les autres. Le campus est un endroit en vérité qui est occupé pendant l'année académique. Le cas des campus que nous avons à l'UOB, ce sont des campus qui ne sont occupés même pendant la période des vacances. Pour la simple raison que souvent, et on a évoqué la question du calendrier universitaire, il y a des superpositions dans la mise en œuvre de ce calendrier qui fait que depuis plusieurs années, ces campus n'ont jamais pu être libérés, soit pour qu'on les réfectionne, soit pour qu'on améliore la qualité simplement des installations qui sont à l'intérieur. Mais ceci étant, le gouvernement a fait tous les efforts possibles dans le cas de cette université principalement pour commencer à revisiter donc les conditions d'hébergement des étudiants. C'est dans ce sens d'ailleurs que le pavillon F, je pense, de l'université Omar Bongo a été revisité. Il a été mis aux standards internationaux. Et c'est dans cette même veine d'ailleurs que le directeur général du CNU vient de conduire une mission à l'USTM à Franceville, mission qu'il avait déjà conduite également ici à l'Université des sciences de la santé, pour voir de façon concrète comment améliorer la vie, l'hébergement des étudiants dans nos universités. Mais laissez-moi vous donner quelques chiffres, parce que la question ne paraît peut-être simple, mais il est utile que vous ayez un ensemble de chiffres. C'est pour ça que nous sommes là, Monsieur le ministre. Le parc immobilier public du Gabon est le plus grand au Gabon, y compris si on compte les sociétés privées. Le parc immobilier de l'État en matière d'hébergement, c'est une capacité de 2300 lits, ça il faut le savoir. 2300 lits répartis entre 1200 lits à l'intérieur de l'université Omar Bongo, 830 lits à l'USTM et 200 lits à l'US. Donc c'est un parc énorme qu'il faut effectivement entretenir parce que nous avons des Gabonais qui y vivent et qu'ils doivent vivre dans les bonnes conditions, mais à la condition que les uns et les autres s'accordent pour pouvoir effectivement faire que les choses se passent au mieux. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, pouvez-vous revenir, s'il vous plaît, sur le nombre, vous disiez, de lits? Je disais que c'est un patrimoine de 2300 lits au total qui sont gérés par le CNU. Pour combien d'étudiants dans le besoin? Lits. Laissez-moi terminer, vous avez demandé que je donne les chiffres. Oui. Maintenant, j'espère que la prochaine question, ce n'est pas de me demander que je dois fournir un lit pour chaque étudiant qui est inscrit à l'université. Ce serait l'idéal. Ce serait éventuellement l'idéal, mais ça voudrait dire que vous êtes en train de remettre également en cause un pan de votre économie qui concerne l'hébergement des étudiants dans la cité, par les privés. Et je ne pense pas que ce soit ce que vous êtes en train de souhaiter. Il y a aujourd'hui, effectivement, il y a un déficit puisque la couverture en hébergement ne concerne que 7% en vérité des étudiants à l'intérieur de l'UOB. Et il y a effectivement des efforts à faire, non seulement par l'État pour renforcer le parc immobilier, mais c'était un appel également au privé pour s'intéresser à ce secteur économique qui est également en pleine expansion. Et... Monsieur le ministre, revenons sur l'épineuse question de l'adéquation formation-emploi. Il y a des efforts qui sont faits pour remettre l'université Omar Bongo au goût du jour. Il y a des pôles de formation disséminés sur l'ensemble du territoire. Mais quid de l'adéquation formation-emploi, puisqu'il y a une exigence clairement définie par le président de la République qui veut faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Est-ce que cette vision est assise sur une formation adaptée justement à ce souci-là? Il faut déjà dire qu'il est important que l'on mette l'université Omar Bongo au niveau qui doit être de cette université-là, c'est-à-dire comme une vitrine de notre développement. Nous sommes tous d'accord avec ça, parce que l'université, c'est la vitrine également de ce que nous voulons faire. Une deuxième chose, c'est que je disais que nous ne formons pas pour former. Nous formons pour un ensemble de destinations.
Et la destination pour laquelle nous formons, c'est pour que nous soyons en phase avec le développement économique et social de notre nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai demandé au service du ministère de l'Enseignement supérieur, avec les responsables de nos universités, de nous passer en revue l'ensemble des filières de formation qui sont proposées. Une fois que cela a été fait, nous devons, et nous avons déjà commencé à le faire d'ailleurs, entrer dans un dialogue avec le monde professionnel. Parce qu'en réalité, c'est le monde professionnel qui va engager les gens que nous formons. Il ne s'agit pas pour nous de former pour former. Il n'y a aucun intérêt pour nous de former des gens et simplement qu'ils aient des diplômes et qu'ils repartent à la maison et que ces diplômes ne servent à rien. Vous savez, cette question est une question préoccupante. Pour la simple raison que la formation dans une université publique a un coût. Elle a un coût et souvent on n'en parle pas. On a l'impression que c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. L'État dépense énormément d'argent pour la formation de nos étudiants qui sont dans l'enseignement supérieur public au Gabon. Monsieur le ministre, oui, dans le même élan, je souhaiterais s'il vous plaît que vous puissiez garder le fil de vos idées parce que nous avons une question sur notre page Facebook qui concerne justement la problématique de l'inadéquation formation-emploi et si la régie est prête, nous allons prendre cette question tout de suite. Difficultés rencontrées dans l'intégration du marché de l'emploi, notre système d'enseignement révèle encore de nombreuses carences dans l'adéquation formation-emploi. Comment résoudre cette problématique? Voilà, c'est une question du public. Je vous remercie. Je vais attaquer cette question, mais il est utile que je termine le développement que je faisais. Le coût de l'étudiant est l'agrégation de l'ensemble des coûts. Et l'étudiant dans l'université publique gabonaise a un prix. Ce prix n'est pas simplement les 9 000 francs qui concernent les inscriptions à l'université. Ce coût n'est pas simplement les 82 000 ou 83 000 que l'on reçoit en tant que boursier lorsqu'on est en première année. Ce coût doit comprendre également tout ce qui vient en subvention derrière. On a parlé de la restauration universitaire tout à l'heure, mais vous savez, dans l'enseignement supérieur public, nous servons 10 000 repas aux étudiants. 10 000 repas chaque jour au montant de 150 francs CFA. Mais 150 francs CFA, c'est à peu près le prix d'un œuf. Un œuf, c'est 125 francs. C'est vous dire. Lorsque vous agrégez l'ensemble de ces coûts, et de formation, et de fonctionnement, et d'investissement, et du coût des enseignants, vous allez voir que l'étudiant gabonais dans l'université publique gabonaise nous coûte aussi cher, sinon des fois plus cher qu'un autre étudiant. Maintenant, pour revenir à la question, parce qu'il ne faut pas qu'on l'élude, celle effectivement de l'employabilité, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, nous passons en revue l'ensemble des filières que nous avons. Nous soumettons ces filières au monde professionnel, qui est en mesure de nous dire si nous sommes effectivement sur le droit chemin de leurs attentes en matière de personnel employé plus tard. C'est important. Cet exercice, nous l'avons commencé d'abord parce que nous avons cette année publié l'offre de bourse au Gabon, qui fait ressortir l'ensemble des formations qui sont impératives pour la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent et pour répondre à la préoccupation du président de la République de faire du Gabon un pays émergent en 2025. Ces offres de bourse existent, elles ont été mises à la disposition de l'ensemble de nos universités et grandes écoles et elles sont consultables, publiées même au journal officiel. Vous parlez d'offres de bourse, monsieur le ministre. On a constaté qu'il y a encore quelques jours de cela que le trésor public gabonais a été saccagé par certains étudiants qui justement manifestaient leur courroux, leur ire à la suite de non-paiement de leur bourse. Comment comprendre qu'on en soit encore là à poser de tels actes? Il est utile de restituer les faits. L'incident qu'il y a eu récemment n'est pas dû au non-paiement de la bourse, parce que nous étions bien le 10. L'incident qu'il y a eu, c'est que simplement l'automate qui distribuait l'argent était hors service, ce qui est deux choses complètement différentes. Mais ça appelle encore une autre question, c'est la question simplement de la bancarisation des étudiants. Ce qui a été fait et ce qui a été proposé à l'ensemble des étudiants, et c'est des négociations qui viennent d'aboutir d'ailleurs avec le directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon, auprès de 4 banques gabonaises qui ont accepté la bancarisation des étudiants. Et l'une de ces banques est d'ailleurs prête à s'installer à l'intérieur de l'université Omar Bongo, puisqu'on parle beaucoup d'elle ce soir, pour mettre à la proximité de l'étudiant les systèmes bancaires. Parce que ça aussi c'est important,
que nous n'ayons pas des queues à un seul endroit avec un ensemble d'étudiants qui chacun venant là avec sa carte et lorsqu'il n'a pas accès à l'argent cause des problèmes. Vous-même, je suppose que vous avez un compte bancaire, vous avez certainement une carte bancaire, mais ça vous arrive aussi d'aller à la banque et de trouver que le guichet est hors service ou simplement qu'il n'y a plus d'argent à l'intérieur. Ce n'est pas pour ça qu'il faut casser le guichet de banque. C'est pour ces questions-là, je dis, lorsque l'on s'en prend également dans ces cas-là au bien public, j'espère que les autorités compétentes vont prendre les sanctions qui s'imposent à l'endroit de ceux-là qui saccagent aussi librement donc, les installations publiques. Dernière question. Monsieur le ministre, vous disiez tantôt, permettez-moi de reformuler votre phrase, en tout cas l'essentiel, c'était que le Gabon dépense beaucoup pour son étudiant, ou pour ses étudiants. Si vous me permettez de reformuler votre phrase ainsi, ou de la résumer ainsi. Je voulais, par rapport à cela, il y a un problème ou une situation qui a été présentée donc, à certains confrères, c'est celle des étudiants de l'ITO, qui est une école supérieure au niveau d'Ovendo. La première promotion est aujourd'hui à la maison. Tout simplement parce qu'à l'ITO, il y a une formation, la formation est en deux filières. Il y a la filière tertiaire et la filière industrielle. La filière industrielle n'a pas de second cycle au Gabon et donc la première promotion qui a fini son premier cycle est aujourd'hui à la maison. Que vont devenir ces étudiants? Je crois que c'est une question fondamentale que vous posez qui est liée simplement même à la raison d'être de l'ITO. Vous savez, le gouvernement se préoccupe effectivement de l'avenir de ses citoyens au centre duquel il y a la jeunesse et l'étudiant, sans lequel, au sortir de ces études, nous ne serons pas capables de remplir les objectifs que nous nous sommes fixés dans tous les cas. Donc c'est impératif que nous puissions adresser ces questions. Et cette question de l'ITO est d'autant plus importante que l'idée de la création de l'ITO vient des questions liées à l'orientation de jeunes Gabonais que nous avons et qui sont au lycée technique et qui suivent donc des séries telles que les F, ainsi de suite. Il est toujours question d'ailleurs pour ces étudiants-là d'être orientés dans ces établissements-là pour qu'ils puissent effectivement trouver non seulement des filières en rapport avec leur formation initiale, mais pour également que les formations qu'ils reçoivent leur permettent d'insérer facilement le milieu du travail. Vous voyez, vous êtes donc d'accord avec moi lorsque je vous dis que nous sommes en train de revisiter les offres de formation. La recherche scientifique au Gabon, on s'achemine peut-être vers la fabrication d'un médicament contre le paludisme à partir des plantes médicinales. Les travaux de recherche sont conjointement réalisés par l'IFAMETRA et l'URM. Nous nous retrouvons juste derrière ce reportage pour la dernière série des questions. Cette étude a été effectuée conjointement par le docteur Sophie Abougué de l'IFAMETRA et le docteur Ludovic Méonneau de l'UREM sur 3 plantes utilisées dans la médecine traditionnelle. On va en forêt. On récolte les écorces de plantes. On ramène ces écorces, on les découpe et on les sèche. Donc après séchage, on broie les écorces avec un broyeur adapté. La poudre obtenue va d'abord nous servir dans un premier temps à faire un screening chimique. Et ce screening chimique nous permet en fait déjà de voir les différents groupes de molécules qu'on trouve au niveau de notre plante. Et ceci nous permettra de faire une extraction en fait bioguidée. On va peser 100 grammes. Et les 100 grammes, on va les mettre dans un litre d'eau distillée et faire une macération à froid pendant 24 heures. On peut aussi utiliser les solvants organiques comme l'éthanol avec la même quantité de poudre, 100 grammes, qu'on met dans un litre de méthanol et on fait aussi une macération à froid pendant 24 heures. Après 24 heures, on filtre. Pour le cas de l'eau, on congèle notre solution, on lyophilise en fait pour obtenir une poudre. Pour les cas des solvants organiques comme le méthanol, on passe au rotavapor et on obtient une poudre à la fin. Les tests réalisés en laboratoire présentent une activité antibactérienne intéressante. On a commencé les tests
au niveau bactérien en fait. Dans nos tests bactériens, on a une très bonne activité de nos 3 plantes et une bonne activité aussi antiplasmodiale, 2 plantes en fait, qui donnent une très bonne activité contre le paludisme. La forêt gabonaise regorge d'un potentiel inestimable. Valoriser la médecine traditionnelle est l'objectif des chercheurs gabonais qui veulent, dans cette démarche, trouver un lien avec la médecine dite occidentale. Journaliste scientifique, Innocent Mbadouma de l'Union nous ont rejoint sur ce plateau. Monsieur le ministre, vos questions. Référentiel de l'action gouvernementale, le plan stratégique Gabon émergent prévoit effectivement de doper la recherche scientifique, condition sine qua non de développement des nations. On connaît la relation qui existe entre la recherche et le développement et l'accélération des processus de développement des pays, dans le cas des pays des grands émergents. Monsieur le ministre, nous allons de prime abord vous demander de nous dresser un peu l'état des lieux de la recherche fondamentale, la recherche appliquée et peut-être la recherche expérimentale au niveau du Gabon. De façon globale, il me doit de vous dire que la recherche est au centre de tout développement. Il ne peut y avoir d'avancée, il ne peut y avoir de développement s'il n'y a de recherche. Comme il ne peut y avoir d'enseignement s'il n'y a de recherche, puisque l'enseignement n'est que le résultat de la recherche. C'est ce qui place effectivement la recherche au centre même de notre problématique globale, véritablement. Il est également utile que je vous dise que pour ce qui concerne l'Afrique, la recherche, c'est 1% de la richesse mondiale. Pour ce qui concerne le Gabon, la recherche au Gabon, c'est 3% du PIB, la création de la richesse. C'est une préoccupation qui a été suffisamment élevée pour que le président de la République mette la recherche effectivement au cœur de la problématique de développement au niveau du Gabon. Le Gabon fait des efforts considérables parce qu'il existe déjà, nous avons un centre national, le Sénarest qui existe, avec un ensemble d'instituts qui lui sont attachés. Tout à l'heure, vous avez mentionné, on a vu un reportage sur le cas de l'IFAMETRA, mais il y a d'autres instituts, que ce soit l'IRCH, l'IRET. Et bien des laboratoires privés. Et il y a également des laboratoires privés qui sont également, auxquels contribue également le Gabon et qui contribuent également aux efforts de recherche. Je vais penser par exemple au CERMEL, qui est le centre de recherche médicale de Lambaréné, et qui adresse également les mêmes questions sur le paludisme, ou encore du CIRM à Franceville, qui adresse les questions sur Ebola ou sur le VIH-Sida. C'est pour vous dire que c'est effectivement fondamental que cette recherche-là soit au cœur de tout développement. Et comment le gouvernement accompagne cette recherche fondamentale, la recherche appliquée? Concrètement, comment cela se passe? D'abord, cette recherche est soutenue, à travers des financements directs, parce qu'il y a des inscriptions budgétaires qui sont inscrites, peut-être pas suffisamment, pour certains de ces laboratoires ou instituts de recherche. Il faudrait effectivement, c'est selon, par rapport à la nature de la recherche qui est faite, il y a le soutien que l'État apporte également dans le cadre de notre partenariat avec l'international. On a mentionné le CERMEL tout à l'heure, on a mentionné le CIRM également dans la liste que je faisais tout à l'heure. Depuis quelques années, le prix Sénarest a permis de découvrir les résultats de la recherche scientifique au Gabon, dont plusieurs candidats ont été primés. Qu'en est-il du suivi de tous ces lauréats? En exemple, nous citerons le produit Palmilan du docteur Rondi Marie-Louise, reconnu pour le traitement des grands brûlés et de l'ulcère de Bourli. Le gouvernement a-t-il apporté un soutien à ce docteur en pharmacie pour protéger sa trouvaille? Ou, monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que cette découverte aurait pu permettre à notre pays de disposer d'un médicament reconnu par l'OMS et vendu à travers le monde? Vous savez que la question de l'ulcère du Bourli est une question préoccupante dans nos villes et dans nos campagnes. Et le fait qu'une compatriote effectivement puisse faire des avancées dans
ce domaine ne peut effectivement que nous encourager à l'assister effectivement. Mais puisque vous le liez au prix du Sénarest, le prix du Sénarest lui-même est composé d'un ensemble d'éléments. Des éléments qui sont des éléments de récompense qui sont mis à la disposition de nos lauréats pour qu'avec le fruit de ces récompenses, ils puissent également se promouvoir et financer effectivement la promotion de leurs inventions ou des résultats de recherche qu'ils ont. Faire savoir est une émission bimensuelle d'information gouvernementale. Faire savoir pour expliquer l'action publique et connaître les activités du gouvernement. Faire savoir présente aux citoyens le sens de la portée des mesures prises par le gouvernement. Faire savoir pour écouter les citoyens et donner des réponses à leurs attentes. Faire savoir, une émission présentée par Rodrigue Tessa Mwanga. Faire savoir, c'est un mercredi sur 2 à 21h sur Gabon Télévision. L'Organisation mondiale de la santé, l'espérance de vie au Gabon est de 63 ans. Un calcul fait pour les enfants ayant dépassé l'âge de 5 ans. Celui-ci ne tient donc pas compte du taux de mortalité infantile qui demeure très important dans notre pays. Il y a encore 4 à 5 ans, on enregistrait 76 décès pour 1000 naissances, loin de la barre des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. 32 décès pour 1000 naissances, c'est en tout cas le but à atteindre. Des indicateurs de santé qui montraient clairement que le Gabon pourrait ne pas atteindre les OMD d'ici 2015, plus que quelques mois. Entre 2005 et 2007, le taux de mortalité maternelle a lui aussi augmenté. 520 décès pour 1000 naissances, soit 4 fois plus que la cible établie par l'OMD 5, 125 décès pour 1000 naissances. Ces dernières années, cependant, l'État gabonais a dépensé, tenez-vous bien, un peu plus de 1000 milliards de francs CFA pour le fonctionnement et l'amélioration de notre système de santé. On observe tous azimuts la construction des centres hospitaliers et universitaires, notamment à Libreville, la capitale gabonaise. 1000 milliards de francs CFA, masse salariale comprise. L'effort consenti par le gouvernement de la République est remarquable. C'est clair, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Par ailleurs, l'inadéquation entre cet effort budgétaire consenti par le gouvernement et l'offre de soins ne favorise pas, malheureusement, la satisfaction des populations, notamment en matière de santé, nonobstant l'implication de la CNAMGS, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale et parfois le FNAS, le Fonds national pour l'aide sociale. Voilà en tout cas qui va constituer l'ossature de ce 3e numéro de votre émission, notre émission Faire savoir. Vous l'aurez compris, un 3e numéro consacré à la santé et à la prévoyance sociale. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Bienvenue à tous. Notre invité, Jean-Pierre Oïba, le ministre en charge de la santé et de la prévoyance sociale. L'offre de soins, le personnel de santé doit avoir une certaine vocation. Ça doit être beaucoup plus apparenté à un sacerdoce que l'envie d'avoir un salaire, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir une sorte d'appel au fond de soi pour faire ce travail-là. Mais c'est la manière dont les infirmiers reçoivent les usagers, c'est le manque de médicaments, c'est ce qui fait un couac.
c'est constaté partout. Aujourd'hui, les agents des hôpitaux n'arrivent pas à faire leur travail comme ils se doivent parce que c'est un problème de cas, c'est un problème de connaissances, c'est un problème de ceci, c'est un problème d'argent. Alors ils savaient que cette population, plutôt ces éléments qui travaillent là, ils sont payés pour ça. Aujourd'hui, si tu ne viens pas avec l'argent en main, tu n'es pas reçu aussitôt. Monsieur le ministre, nous on en est marre. Nous on veut que tout ça puisse changer pour que quand tu vas à l'hôpital, on te reçoit bien. Moi-même j'ai perdu mon enfant à l'hôpital général. Moi, je l'ai perdu là-bas. Oh, il n'y a pas le sang. Oh, il y a machin. Moi, je suis allongé. Les bonnes dames sur les séries à l'hôpital, ils sont là en train de jouer, de s'amouracher, de faire tout. Alors que moi, je souffrais. À la fin de compte, j'ai perdu mon bébé. Ce qui me manque, ce sont des médicaments. Aujourd'hui, là, Paul Mukambi est déjà en grève. Tous les hôpitaux sont vides. Il n'y a pas de médicaments. Parce que quand tu apprends un travail, il faut d'abord avoir l'amour professionnel. Mais aujourd'hui, que ce soit à l'enseignement, que ce soit à la santé, il n'y a pas l'amour professionnel. Ils font tout maintenant à la vaille-que-vaille. Tout le monde veut devenir président de la République, tout le monde veut devenir député ou bien ministre. On ne sait pas pourquoi. Allez-vous comprendre quelqu'un qui est malade, qui revient de panne, qui revient de Popa, fatigué, et que le personnel de santé ne le reçoit pas, mais il est à la merci de tout le monde, et de Dieu. Vous allez à Paul Mukambi, vous trouvez les malades traînent là. Les malades traînent là, quand vous vous présentez, l'infirmier se présente devant vous, il dit, monsieur, vous pouvez retourner chez vous, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de compresse, juste que compresse. On vous tend l'ordonnance qui va peut-être aller à 30 000. Vous n'avez pas de ressources de revenus. Que faire? Monsieur le ministre, je veux que ça change. Les gens qui ne font rien à l'hôpital, qu'on les enlève même. On ne peut pas nous permettre de nous faire harakiri. Ça nous interpelle. Et je crois que c'est tout le sens donné aujourd'hui à la vision du chef d'État et à l'engagement qu'il a pris de réformer notre système de santé. D'accord. Merci, Monsieur le ministre, pour cette première réaction. Nadège, Innocent, vos premières questions? Oui, on l'a entendu au sein de l'opinion. L'accueil, le seuil de nos hôpitaux reste aujourd'hui redouté. Est-ce que le gouvernement et le département dont vous avez la charge a prévu quelque chose pour qu'on n'ait plus peur d'aller à l'hôpital? Mais aller à l'hôpital n'est déjà pas un choix. On va à l'hôpital parce qu'on est en situation de détresse. Donc on ne peut pas avoir peur d'aller à l'hôpital. Le problème qui se pose au niveau de l'accueil se situe à plusieurs niveaux. C'est essentiellement d'abord au niveau de l'environnement du travail. L'environnement du travail, la qualité de l'environnement de travail. C'est au niveau de la motivation du personnel. Au niveau de l'éducation et la formation de ce personnel. Et ensuite, et surtout au niveau de l'appréciation des critères d'éthique et de déontologie professionnelle de ce personnel. Donc vous avez un certain nombre d'aspects qui expliquent un peu ce mauvais accueil dans nos hôpitaux. Je crois que la volonté du président de la République, les instructions données et la mission qui est la nôtre à la tête de ce département, mes collègues délégués et moi, c'est de veiller à ce que de pareils désagréments, de pareilles situations. La question de l'hôpital régional Mélène me fait penser aussi aux hôpitaux spécialisés. Vous avez évoqué tout à l'heure, parler des hôpitaux spécialisés. Est-ce qu'il y a un plan aujourd'hui pour ces hôpitaux-là? Les hôpitaux spécialisés, c'est des hôpitaux qui traitent des pathologies particulières. Bien sûr. Je vous ai dit que nous avions 3 hôpitaux spécialisés. Nous avons l'hôpital de Nkembo, nous avons l'hôpital de Mélène, et nous avons l'hôpital qui s'occupe de la lèpre, l'hôpital Eden à Oyem. Ce sont des hôpitaux, disons, spécialisés parce qu'elles s'occupent d'une seule pathologie, de pathologie particulière. Nous en avons 3. Le plan de réforme met un accent là-dessus? Bien sûr. La réhabilitation de ces hôpitaux et puis le redéploiement en fonction des localités parce que la construction d'un hôpital obéit à un certain nombre de données. dont la première, c'est d'abord la démographie de la localité et ensuite, c'est
les exigences faites aujourd'hui qui sont le fait d'avoir des hôpitaux aux standards internationaux. Parce que nous ne faisons pas les choses en marge de la réalité internationale. Et les dispositions sont prises par l'OMS à cet effet qui nous accompagne dans tout ce processus. Monsieur le ministre, lorsque nous avions démarré cette émission, je vous expliquais le principe. Nous recevons également les questions du public. Et là, nous avons une question sur notre page Facebook. Non, par SMS, excusez-moi, au 02 75 75 75. Voici la question, monsieur le ministre. Pourquoi avoir démoli Jeanne Ebory? Que devient son personnel? Mais on apprend beaucoup de choses au sujet de la démolition de Jeanne Ebory. Il faut savoir que Jeanne Ebory a fait l'objet, il y a quelques années, avant 2009, d'un protocole pour la réhabilitation de cette infrastructure. Et vous vous souviendrez, parce qu'il faut bien que les Gabonais cérémoniaux qui se projettent un peu. Je reconnais que les panneaux qui ont été mis devant Jeanne Ebory n'ont pas été placés en 2009. Ces panneaux ont été placés depuis 2006-2007. Il était question, la Caisse nationale de sécurité sociale réhabilite Jeanne Ebory, parce que c'était un hôpital de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et cette réhabilitation n'a pas été faite. Et le fait d'avoir abandonné le chantier, après qu'on ait déménagé les malades, a eu pour conséquence la dégradation totale de cette infrastructure. Donc, à cette dégradation, il fallait ajouter le fait que c'était complètement amianté, au point où il y avait des risques sanitaires pour les malades. Vous voyez ces journées. Peut-être nous expliquer en français facile, et notamment pour nos téléspectateurs qui nous suivent, amianté, qu'est-ce que ça veut dire? Amianté, l'amiante est un composant qui est dangereux pour la santé. Un certain nombre de pathologies peuvent être provoquées par la présence de l'amiante si vous suivez l'actualité, vous vous rendez compte, dans certains hôpitaux français, des procès qui sont... Voilà, des cancers. C'est un procès qui sont faits à certains hôpitaux en France au sujet de cette ambiance. Donc Jeanne Ebory a disparu pour protéger la population? Pour protéger la population essentiellement. Et ensuite, surtout... Jeanne Ebory ne meurt pas. Jeanne Ebory ne meurt pas. Parce que la volonté du président de la République, chef de l'État, je crois qu'il faut bien comprendre. La démarche du chef de l'État s'inscrit dans une logique universelle. Les hôpitaux comme Jeanne Ebory ne répondaient plus aux standards internationaux édictés par l'OMS. Vous savez, l'OMS définit la santé comme un état de bien-être complet, un état complet de bien-être physique, mental et social. Comme vous le savez, lors des dernières assises sociales, j'avais longuement insisté sur la problématique de l'amélioration des soins au bénéfice du plus grand nombre. En effet, ce que nos compatriotes attendent de nous, c'est un changement radical dans la qualité des prestations qui leur sont offertes. Chacun a pu noter les efforts importants que le gouvernement consent à la construction de centres hospitaliers modernes de haute qualité, qui sont aujourd'hui considérés comme les fleurons de la médecine dans notre sous-région. Il s'agit notamment du CHU d'Angondjé, du CHU de Libreville, phase 1 et phase 2, du CHU de Lambaréné, du CHU d'Ovendo. Ces efforts sont la manifestation évidente de notre détermination à livrer à nos compatriotes une offre de santé adéquate. Le système de santé, notre système de santé, souffre d'une insuffisance en personnel qualifié. Il est en effet inconcevable que l'État consente des ressources importantes dans la construction de structures sanitaires dans les zones, dans certaines fois dans des zones quasiment inhabitées, alors que dans le même temps, des zones à forte densité de population ne disposent parfois d'aucun centre de santé. Comment se fait-il qu'il y ait plus de 500 dispensaires à l'abandon? Et ce, à travers le territoire, et pour lesquels l'État, chaque année, engage des dépenses de fonctionnement.
Nous constatons par ailleurs que l'offre de médicaments ne croise pas toujours sa demande. Les dépenses de l'État dans ce secteur, qui oscillent autour de dizaines de milliards, sont parmi les plus importantes d'Afrique. Comme les fleurons de la médecine dans notre sous-région. Il s'agit notamment du CHU d'Angondjé, du CHU de Libreville, phase 1 et phase 2, du CHU de Lambaréné, du CHU d'Ovendo. Ces efforts sont la manifestation évidente de notre détermination à livrer à nos compatriotes une offre de santé adéquate. Le système de santé, notre système de santé, souffre d'une insuffisance en personnel qualifié. Il est en effet inconcevable que l'État consente des ressources importantes dans la construction de structures sanitaires dans les zones, dans certaines fois dans des zones quasiment inhabitées, alors que dans le même temps, des zones à forte densité de population ne disposent parfois d'aucun centre de santé. Comment se fait-il qu'il y ait plus de 500 dispensaires à l'abandon? Et ce, à travers le territoire. Et pour lesquels l'État, chaque année, engage des dépenses de fonctionnement. Nous constatons par ailleurs que l'offre de médicaments ne croise pas toujours sa demande. Les dépenses de l'État dans ce secteur, qui oscillent autour de dizaines de milliards, sont parmi les plus importantes d'Afrique. Monsieur le ministre, dans son constat accablant, le président de la République met également en exergue la question de l'entretien des infrastructures médicales. Il se trouve qu'il y a des hôpitaux qui ont été construits notamment à l'intérieur du pays. Il parlait du cas de OIM de Mouila, mais ce sont des hôpitaux qui, quelques années seulement après, sont quasiment vétustes. Pour pallier à cette situation, le président a évoqué la création d'une agence. Est-ce que ce n'est pas une agence de trop? Je pense que dans ce domaine, ce n'est pas une agence de trop. Parce que notre pays a toujours souffert du non-entretien de ces infrastructures. Et dans le cas de la santé, vous verrez que les constructions des CHU, qui sont réalisées aujourd'hui, que ce soit futur Jean Eboré, le centre hospitalier universitaire d'Ovendo, le centre hospitalier universitaire de Libreville, Angondjé, l'entreprise en charge de la réalisation de ces infrastructures a derrière chaque contrat une obligation d'entretien. Et cette obligation d'entretien nous permet d'avoir un hôpital fonctionnel ou un CHU fonctionnel. Comme c'est le cas aujourd'hui avec l'hôpital militaire. Lorsque vous arrivez à l'hôpital militaire, vous vous étonnez de ce qu'il soit toujours aussi bien entretenu. Il y a des flacons d'hypertension artérielle, il y a des flacons du diabète, et les autres sont des flacons de maladies opportunistes, des infections liées au VIH-Sida. Le partenariat qu'il pouvait avoir entre ces deux médecines doit être fond, sur une base vraiment fond. Parce que la médecine traditionnelle, elle a sa méthode, elle a son environnement, elle a sa façon. Donc c'est deux médecines qui sont différentes, mais qui peuvent travailler ensemble. J'ai parcouru les hôpitaux. La tension était toujours 22, 21, 20. Je n'ai pas trouvé de... Je suis venu, j'ai essayé de rencontrer le docteur. Il m'a donné d'abord un médicament de diabète. Le taux de glycémie qui était presque à... C'est descendu à 12. Et quand il me donnait le nom pour la tension, c'est redescendu encore à 15. Ça, je n'ai jamais eu dans ma vie. Quand j'ai la tension, c'est toujours 18. Même quand je prends les médicaments, c'est toujours 17, 18. Mais quand je prends son médicament, je retrouve déjà à 15. D'après les statistiques, 20% des Africains ont recours à la médecine traditionnelle. Donc, il serait que cette médecine soit reconnue par l'État gabonais, par les États africains
de façon que les thérapeutes ne meurent plus avec leurs secrets. Il faudrait donc qu'il y ait un partenariat entre eux et le gouvernement. Doit-on s'attendre à une professionnalisation de ces praticiens de la médecine traditionnelle? Bien sûr, parce que on parle de l'homéopathie en France, on parle de notre pays regorge des plantes médicinales. Pourquoi ne pas les reconnaître? Pourquoi ne pas les mettre en valeur? Je crois que le tout, c'est de mettre en valeur dans un cadre juridique et dans un cadre qui permette aux gens d'être reconnus comme praticiens de la médecine, mais médecine dite traditionnelle. Peut-on imaginer demain dans un CHU médecine traditionnelle et médecine moderne côte à côte comme au Mali? Pourquoi pas? Je vous dis que la médecine, c'est une science, hein, et la science a une certaine rigueur qu'il faut mettre derrière. La science, ça ne s'improvise pas en science. Monsieur le ministre, je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, nous prenons des réactions des Gabonais et justement quelques Gabonais ont réagi au sujet de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Nous les écoutons et nous recevons le dernier panel pour la dernière partie de cette émission. Il y a des familles de menus qui ne sont même pas à mesure de remplir ce que la CNAMGES demande aux gens de remplir comme pourcentage. Alors, il va falloir que les autorités de la place puissent revoir cela, afin qu'ils puissent prendre au moins 90%. La CNAMGES, c'est quelque chose de très important. Une population qui est bien soignée est une population nécessairement plus rentable. Quand le médicament est trop fort, on ne peut pas nous recevoir pour ça. On dit que ça, le gouvernement n'aime pas les médicaments qui est dur. Donc il faut payer des médicaments qui coûtent au moins peut-être 1000 francs, 500 oui. Mais quand c'est trop, on ne te voit pas. La CNAM est une voie salutaire que le chef d'État essaye de voir avec le directeur de la CNAM qu'il n'y ait plus trop de complications là-dessus. Si tu amènes le papier que tu n'as pas enrôlé de la CNAMGES, on ne te considère pas, on te prend vite. Mais si tu as le papier de la CNAMGES, on ne te considère pas. J'ai fait moins pour aider la société par rapport au coût de la vie, par rapport à certaines maladies. Mais malheureusement, nous constatons que ce sont les produits les moins chers qui sont pris en compte, et les produits des antibiotiques allant de 5 000 à plus ne sont pas pris en compte par la CNAMGES. Nous ne savons pas alors pourquoi alors la CNAMGES arrive, parce que toutes les maladies que nous pouvons avoir ne seront pas les fièvres ou les diarrhées. Alors, Libreville a abrité du 25 au 26 avril dernier les assises sociales avec pour objectif de sortir les 30% des Gabonais de l'extrême pauvreté et précarité. Alors, c'est une politique sociale du sommet de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba qui nécessite une enveloppe de 250 milliards de francs CFA à raison de plus de 83 milliards par an. Alors, la question qu'on se pose, c'est que déjà, où en est-on avec ces mesures? Les mesures prises sont effectives aujourd'hui. C'est celle de l'immatriculation en masse. Cette immatriculation en masse va commencer la fin de l'année 2014. C'est la mesure relative à l'augmentation de l'allocation familiale par enfant, passant de 4 000 francs CFA à 5 000 francs CFA. Elle est effective. C'est la prise en charge à 100% des premières 24 heures aux urgences lorsque le pronostic vital est engagé. Elle est effective. C'est la prise en charge des cas de cancer à 100%. Cette mesure est effective. C'est la prise en charge des familles économiquement faibles. Je dis économiquement pas faibles, donc reconnues comme telles. Il faut prouver qu'on est économiquement faible. Elle est effective. C'est l'immatriculation à la CNAMGES des employés du secteur privé. Et cette immatriculation a commencé
même s'il y a actuellement quelques incompréhensions qui vont être corrigées, parce qu'il y a manifestement une incompréhension au niveau de la mise en application de ces mesures-là. Nous allons, dès la semaine prochaine, prendre la tâche avec les partenaires du secteur privé afin de redéfinir les contours pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension possible à ce niveau. La dame qui sera mariée coutumièrement, désormais, aura les mêmes droits que celle qui est mariée officiellement, on va dire, devant le maire. Et pour ajouter, finalement, ça pose la question de l'avenir du régime monogamique. Mais je pense... Parce qu'on se demande... c'est vu ici au Gabon, hein, pour parler des exemples palpants. On a vu des hommes mariés sous le régime monogamique, par la suite se marier coutumièrement. Cependant, on se pose la question de savoir est-ce que ces deux femmes, pour ne pas dire épouses, hein, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, ces deux femmes auront désormais les mêmes droits? Mais madame, je vous rappelle que dans notre loi, la polygamie existe. Donc, deux femmes, la loi autorise à une personne d'être mariée à 2, 3, 4 femmes. Vous dites aux Gabonais aujourd'hui que la monogamie n'existe plus au Gabon? Mais non, ce n'est pas ce que je vous dis. Vous me parlez de la de poser le problème. Mais c'est ce que le Gabonais comprend. Oui. Comment puisque la loi gabonaise autorise à un homme d'avoir 2 épouses. En fait, la polygamie. Oui. N'est-ce pas? Donc, et il est difficile aujourd'hui, nous sommes les hommes, il est difficile aujourd'hui pour un homme de n'entretenir qu'un foyer. Oui. Alors, il peut aller convoler en juste noces à l'état civil et aller... le faire à la tradition, ce qui confère les mêmes droits et devoirs aux épouses. On oublie un point. Donnez la possibilité au ministre de répondre. S'il vous plaît. On le laisse répondre. Alors, s'il vous plaît, voilà ce que nous allons faire. Je vais juste ajouter un point. Oui, s'il vous plaît, Sacha, s'il vous plaît, vous reformulez votre question. D'accord. Vous la posez au ministre. Vous lui donnez aussi la possibilité de répondre. Je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Je vous disais tantôt que la loi au Gabon autorise la polygamie sur le plan légal. On fait convoler en juste noces avec 2 épouses à la mairie, pas à la fois. Il y en a qui l'ont fait à la fois à la mairie. On a vu à la mairie des personnes épouser 2 femmes. Ça se passe. C'est légal. En ce qui concerne le mariage coutumier, je vous ai dit qu'il découle d'un fait sociétal qui est le suivant, c'est la spoliation de nos femmes dites veuves. Et que ces femmes dites veuves, au regard de la loi, ne peuvent pas être reconnues comme telles. Ça n'a pas d'effet en droit. Donc c'est la situation de ces femmes qui se pose sur le plan social et sur le plan juridique. C'est pourquoi les autorités ont pensé que pour protéger nos veuves, qui sont pour la plupart nos mamans et nos grands-mères, il faut qu'on ait un statut, un cadre juridique qui les protège pour éviter d'être spoliés. C'est donc dans ce cadre qu'une commission a été mise en place par les hautes autorités, et cette commission a travaillé et a rendu ses conclusions. Et les textes y relatifs sont dans le circuit. Mais ce n'est pas pour méconnaître le mariage civil. Il n'y a pas de confusion possible. Le mariage coutumier va avoir des effets en droit, c'est parce que nous avons une situation vécue tous les jours, et nous voulons corriger cette injustice. Et cette situation, qui est la protection de la veuve et aussi de l'orphelin, rentre, bien sûr, dans le cadre de ce que l'on vient d'appeler les objectifs du millénaire pour le développement. Nous ne faisons rien en marge des réalités mondiales. Faire savoir est une émission bimensuelle d'information gouvernementale. Faire savoir pour expliquer l'action publique et connaître les activités du gouvernement. Faire savoir présente aux citoyens le sens de la portée des mesures prises par le gouvernement. Faire savoir pour écouter les citoyens et donner des réponses à leurs attentes. Faire savoir, une émission présentée par Rodrigue Tessa Mwanga. Faire savoir,
C'est un mercredi sur 2 à 21h sur Gabon Télévision. Sommes-nous en train de revivre ces jours et nuits cauchemardesques, comme ce fut le cas en 2007, un peu moins en 2010 et en 2011, blackout, coupure d'électricité, des délestages récurrents à Libreville, la capitale gabonaise, et même à l'intérieur du pays. Les consommateurs de Damességué, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, une fois encore remonté le 14 novembre dernier, le gouvernement de la République hausse le ton, mais pour combien de temps? Question, y aurait-il une certaine couardise dans le cadre du contrat qui lie l'État gabonais au groupe Veolia Water? Ce contrat, il faut le dire, tient sur un câble qui n'a jamais connu de court-circuit. D'ailleurs, il court jusqu'en 2017. Cependant, le gouvernement reconnaît lui-même qu'il y a encore un fort écart entre l'offre et la demande pour pallier. Le gouvernement de la République s'est lancé dans un vaste et ambitieux programme de restructuration et de modernisation de ces infrastructures énergétiques et hydrauliques, les chantiers de l'émergence, les politiques publiques en matière d'eau et d'électricité. Voilà qui va constituer la trame de ce 4e numéro de votre émission, notre émission Faire savoir, consacrée, vous l'aurez compris, à l'énergie et aux ressources hydrauliques. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et nos chaînes partenaires à l'instar de Média Plus. Bienvenue à tous. Vous l'aurez compris également, notre invité est Désiré Guédon. Nous avons interrogé des Gabonais qui vivent à Libreville et même à l'intérieur du pays, notamment à Port-Gentil, sur l'offre de prestations de la SEG en matière d'électricité. Vous allez les entendre, nous allons les suivre. Les fils de courant pendent comme vous les voyez. Nous sommes obligés de se battre comme vous voyez les poteaux. On n'a pas de poteaux électriques. Ça nous embête. À chaque fois, on a des coupures électriques. Je crois que c'est par rapport à des fils de courant qui nous embêtent, qui pendent de part et d'autre. Mais ce que nous demandons au ministre, vous voyez comment les fils pendent. Nous habitions dans les mapanes, comment on appelle. Alors, ce que nous demandons au ministre, c'est de faire un effort. Nous placer les poteaux un peu partout pour que Bel Air soit à l'aise. Et nous avons besoin de l'eau et le courant, c'est tout. Et nous avons besoin de l'eau et le courant, c'est tout. Voilà, Monsieur le ministre, vous avez suivi avec nous ces réactions des Gabonais qui vivent à Libreville et même à l'intérieur du pays. Peut-être une première réaction et nous dire quels sont les principaux facteurs qui expliquent ces coupures récurrentes. Écoutez, merci d'abord de nous recevoir pour permettre aux membres du gouvernement, donc au gouvernement tout entier, de s'exprimer sur ces problèmes récurrents d'eau potable et d'énergie en quantité insuffisante et même en qualité insuffisante que nous connaissons ces derniers temps, principalement à Libreville et dans l'ensemble du pays. Ce premier reportage montre la réalité. Et je peux vous dire que parfois on n'a pas besoin de suivre cela, ou alors de suivre vos images pour comprendre combien de fois il y a la détresse en ce qui concerne le service public de l'eau et de l'électricité. Et cela d'ailleurs nous ramène à la vision chef de l'État qui, à travers son plan stratégique Gabon émergent, avait déjà identifié cette précarité. Et dernièrement encore, lorsqu'il a eu à demander à accélérer l'exécution de CPGE, a formulé ce pacte social pour que si croissance il y a, si partage il y a, il faudrait que nous puissions répondre à ce type de préoccupation. Charles-Stéphane Mavungou et Elvire Bécalé nous ont rejoints sur ce plateau pour la première série des questions. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Vous ne souffrez pas trop des délestages récurrents en ce moment? Si, je suis un client d'abord de la SEG. Donc ce n'était pas ma première question. Voici la première question. Beaucoup de réalisations, un certain nombre de réalisations ont été faites par l'État gabonais depuis 2009. On peut citer le barrage de Chimbélé, de Kingélé, de Poubara 1 et 2. Pourquoi les délestages continuent? Pourquoi les foyers gabonais continuent de subir cette situation, Monsieur le Ministre? Mais vous l'avez dit, ce sont des infrastructures qui existent. Vous avez cité Kingélé, Chimbélé, qui aujourd'hui sont exploitées par
inconstitutionnelle. Donc nous sommes là à l'intérieur d'un contrat. Et si nous sommes arrivés à cette situation, si vous deviez remonter dans le temps, vous aurez noté que le service public de l'eau et de l'électricité était d'abord du domaine public. C'était l'État, à travers notamment la SEG, puisque le nom n'a pas changé, qui exploitait, distribuait l'eau et l'électricité auprès des Gabonais. Ayant constaté quelques manquements, l'État a souhaité que ce service public puisse être mis à la disposition d'un opérateur privé à l'intérieur d'une concession. Mais il y avait des équipements qui existaient déjà. Ce sont des équipements que vous avez cités, Kingele, Chimbele, entre autres, qui ont été mis à la disposition donc, de ce partenaire pour qu'il puisse améliorer le service public. Mais pourquoi le problème perdure, Monsieur le ministre? Mais vous avez bien noté que c'est au début de la concession que ça a été mis à disposition. Peut-être que ces équipements sont un peu vieillissants. Avez-vous fait la visite de ces installations depuis votre prise de fonction? Ça a été ma première préoccupation, de faire le tour du propriétaire, comme on dit. Mais en fait, c'était parce qu'il existait déjà ces problèmes que moi-même, avec les équipes techniques, je me suis proposé, pour ce qui concerne la province d'Essuaire d'abord, et ensuite à l'intérieur du pays, aller regarder quelle est la qualité des équipements à ce jour par rapport à ce qu'ils étaient lorsque nous avons eu à signer cette convention. Stéphane, il y a tout de même un petit fait curieux, Monsieur le ministre, permettez-nous de revenir là-dessus. Récemment encore, le gouvernement s'est investi pour faire remplacer les lampadaires sur la ville de Libreville qui abrite le gros de la population gabonaise, un peu plus de 600 000 habitants, à défaut d'aller installer des poteaux pour faciliter justement le transport d'énergie électrique vers les ménages pour ces quartiers qui se sont agrandis. Pourquoi ce choix alors que les populations dans ces quartiers courent les risques effectivement de s'électrifier ou de s'électrocuter lors de la saison de pluie, au cours de la saison de pluie? Mais vous l'avez dit, ce sont des choix que nous sommes obligés de faire. Si on fait des choix, c'est en fonction des moyens dont nous disposons. Aujourd'hui, nous avons des moyens qui nous amènent à faire des choix. Est-ce qu'il faut éclairer les rues ou bien est-ce qu'il faut transporter l'électricité? Comme je vous disais, autant pour les rues c'est facile parce que c'est déjà tracé, c'est déjà organisé, autant pour certains quartiers, ce n'est pas encore bien organisé. Donc nous avons du mal à pouvoir installer des équipements qui à terme pourraient faire l'objet de nouvelles destructions parce qu'il y a des réaménagements qui sont en train de se faire. Vous-même connaissez tous les plans qui sont en cours pour essayer donc d'améliorer l'urbanisme au niveau de Libreville. Est-ce que c'est ce qui justifie la création au sein de votre département de cette cellule-là sur les risques opérationnels en matière d'électricité? Alors, cette cellule, effectivement, a plusieurs missions. Mais l'intérêt, c'était d'avoir une entité opérationnelle, légère opérationnelle, pour identifier ou alors pour aller comprendre ce qui se passe sur le terrain en cas de désagrément. Lorsque nous avons des coupures, nous demandons systématiquement à la SEG de nous dire pourquoi il y a coupure. D'abord, qui nous dit s'il y a coupure et pourquoi il y a coupure et quand est-ce qu'il compte remettre le service. Nous n'avions à ce temps que l'information reçue de la SEG. Avec cette cellule, nous avons voulu nous-mêmes aller sur le terrain, aller vérifier si l'information que nous avons de la SEG est vraie et si elle est fondée. Constat fait. Et oui, c'est ce qui a été fait dernièrement lorsque nous avons connu ce blackout. C'est les premières explications qui nous ont été par la SEG, d'ailleurs qui ont été rendues publiques dans les médias par les gens de la SEG, étaient qu'il y avait des dysfonctionnements. C'est l'occasion de revenir là-dessus, Monsieur le ministre. Nous sommes là pour ça. Bien sûr. Qu'il y avait des dysfonctionnements au niveau du poste d'Amboé. Mais lorsque nous avons envoyé les équipes, nous avons constaté qu'en plus des dysfonctionnements constatés au niveau du poste d'Amboé, il y avait également des dysfonctionnements au niveau des équipements de production installés donc, dans la vallée Lambé, Chimbele, Kingele. C'est de manière instantanée que nous avons eu ce complément d'information. C'est parce que nous avons demandé à nos équipes d'aller sur le terrain. Sinon, on aurait pu attendre encore des semaines pour ensuite nous dire, oui, mais ce qui se passe, c'est parce que les équipements sont vieillissants, ainsi de suite. Mais je peux vous dire que la raison fondamentale qui nous a été donnée nous a paru assez curieuse, parce qu'il s'agit d'un équipement qui apparemment était neuf, donc non pas vétuste, qui a eu à créer ce blackout. Il y a la modernisation, la restructuration et la modernisation des infrastructures énergétiques et hydrauliques. On dresse un état des lieux dans ce reportage que vous allez suivre et nous nous retrouvons juste derrière pour la deuxième partie de cette émission. Point sur le développement du secteur électrique au Gabon. Notre production d'électricité sera triplée d'ici 2016 grâce à notre potentiel hydroélectrique et gazier, permettant ainsi d'assurer l'électricité à tous les citoyens et de réduire le coût de l'électricité. Dixit Ali Bongo Ondimba. Objectif:
accroître la capacité de la production de 1200 MW d'ici 2020. 1500 milliards de francs CFA d'investissement. Le Gabon dispose d'une capacité de production hydroélectrique de 6000 MW. En 2009, le pays a produit 390 MW d'électricité. Janvier 2010, interdiction du torchage en favorisant des nouvelles techniques de récupération et de réinjection du gaz naturel. En 2011, l'État gabonais rentre dans le capital de la Société d'électricité, de téléphone et d'eau du Gabon, CETEG. Objectif: permettre la construction des infrastructures d'eau et d'électricité, la réduction des coûts des travaux sur l'ensemble du territoire et la sécurisation de l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Travaux entièrement terminés. Le centre thermique d'Alénakiri, 110 MW. Objectif: renforcer les capacités de production électrique de Libreville, d'assurer l'alimentation en électricité des nouveaux quartiers ainsi que celle de la future zone économique spéciale d'Nkok. La centrale thermique d'Alénakiri après travaux. La centrale thermique de Port-Gentil, 105 MW. Objectif: produire de l'électricité pour les besoins en énergie dans la capitale économique du fait de la forte demande des entreprises industrielles. Le barrage hydroélectrique du Grand Poubara, 160 MW. Objectif: 75% de la production sera destinée à alimenter la future usine de ferromanganèse de Mwanda et 25% seront déversés sur le réseau public de distribution d'énergie sur Franceville. Le barrage de l'impératrice de Fugamo, 84 MW. Objectif: renforcer la production de Mouila Fugamo, Lambaréné, Maboumine et une partie de l'estuaire. Le barrage hydroélectrique de Le Cano, 36 MW. Objectif: permettre une alimentation du nord du Gabon par une énergie propre et accompagner le développement des petites et moyennes industries. Voilà, Monsieur le Ministre, un point sur la modernisation des infrastructures énergétiques dans notre pays, et nous entrons de plein fouet dans la deuxième partie de cette émission et donc la deuxième série des questions. Nadège Banda et Innocent Badouma, les habitués de cette émission, nous ont rejoints. Nadège, Innocent. Monsieur le ministre, nous parlons de l'augmentation et l'extension de l'offre énergétique nationale, la construction des centrales de FEDE à Okano dans le Wolontem et les chutes, le barrage des chutes donc de l'impératrice à Fugamo, dans l'Angounier. Où en est-on exactement? Ces deux sites qui avaient été identifiés et mis à la disposition d'un partenaire dans le cadre d'une concession, une autre concession que nous avons signée, ont fait l'objet d'une résiliation. Vous avez résilié le contrat? Nous avons résilié le contrat qui avait été signé avec un partenaire pour développer FEDE et les chutes de l'impératrice. Peut-on savoir pourquoi? Ça s'est fait courant août 2013. Parce que tout simplement, au regard des engagements qui avaient été pris par cet opérateur, par ce partenaire, et au regard des attentes des populations et surtout des instructions du chef de l'État, nous avons noté que ce partenaire ne pouvait pas nous suivre. Aujourd'hui, le besoin existe toujours et ces deux projets font l'objet... Vous l'avez remarqué après signature de contrat et après que les travaux aient été entamés. C'est dans le développement du dossier, du projet que nous avons noté. Vous savez, dans ce type d'infrastructure, il n'y a pas que les aspects de construction, parce que ce que nous voyons, c'est beaucoup plus des machines, des tractopelles sur un site. Mais il y a tout le travail de montage donc, du projet, du dossier qui se fait en amont. Et surtout, c'est que nous voulons avoir à la fin de ce projet. C'est vrai, on va avoir l'électricité, mais à quel prix? En quelle quantité? De quelle qualité? Lorsque nous avons senti à l'intérieur donc du déroulé de ce projet que tout cela n'était pas conforme à nos attentes, et surtout les délais d'exécution, parce que c'est ce qui est important. Les délais d'exécution. Le chef de l'État avait promis aux Gabonais ces deux sites pour 2012. Jusqu'en 2012, nous n'avions pas vu une quelconque kilowatt sortir donc, de ces deux sites. Donc nous avons pris la décision d'interrompre le contrat parce que nous avions déjà connu des retards d'exécution. Aujourd'hui, ces deux sites font l'objet d'une nouvelle discussion bien avancée
pour que les travaux reprennent dans les tout premiers trimestres 2015. Merci, monsieur. Innocent Badouma, Nadège Bonda, merci pour toutes ces questions. La suite de notre émission, monsieur le ministre, pour la deuxième et dernière partie, la problématique de l'eau, une autre urgence qui s'impose. Comme nous avons fait avec l'électricité, nous avons interrogé un certain nombre de Gabonais, ici à Libreville même, la capitale gabonaise, et même à l'intérieur du pays, sur ce qu'ils pensent de la prestation en matière d'eau dans notre pays. Nous les écoutons et nous nous retrouvons juste derrière pour la dernière série des questions. Depuis l'année passée, on a les coupures d'eau tous les jours. Même là, tout de suite, là, l'eau vient de venir. Ça passe pendant 2 heures de temps. Depuis que l'eau est venue comme ça passe pendant 2 heures de temps, allez, et coupe. Le courant ne parle pas. Ça me fait mal, le gars, dans mon âge. Je vais dormir au noir, je vais rester 2 jours sans se laver. Ça me fait mal. Et j'ai les petits enfants, comme vous voyez. On va rester sans se laver, sans boire l'eau. Il faut aller payer les biens. Est-ce que tout le monde a le moyen d'aller payer les biens? Monsieur le ministre, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi dans un quartier comme venez voir qui est dans la capitale de Libreville, nous avons des problèmes en eau. Ça nous gêne parce que regarde le caniveau comme ça. Il faut que les gens, ECG doivent venir arranger cette île. Tous les compteurs sont coupés actuellement. Il faut repartir à la SCG, prendre un compteur d'eau. On nous demande de payer des factures qu'on n'a pas consommées. Plus de 400 aujourd'hui là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne veux pas venir installer le compteur d'eau au domicile dans les quartiers parce qu'ils se disent que nous sommes dans les bas-fonds. Donc pour eux, c'est dur, il faudrait miser encore plus. Mais ceux qui n'ont pas de moyens, nous faisons comment? C'est vraiment dur. Dur pour nous. On n'a pas d'eau à Bel Air. Et nous souffrons tous les jours. Il faut aller puiser de l'eau dans les puits. Et nous, actuellement, il y a des maladies qui tuent les gens. Ici à la Côte d'Alger, c'est tellement pénible pour nous. Si seulement on pouvait un peu avancer les compteurs jusqu'au niveau de Côte d'Alger, puisque ici c'est pénible de pouvoir se lever tôt le matin, avec les travaux, laisser d'abord payer du jeu, aller à l'école, aller au travail, tout ça, avec tout ça, on ne peut vraiment pas. Monsieur le ministre, vous avez suivi avec nous encore ces réactions des Gabonais, notamment à venir voir entre le 2e et le 3e arrondissement de Libreville, à l'intérieur du pays également. Qu'est-ce qui peut expliquer, en termes de facteurs, ces coupures et ce manque d'eau à Libreville? Nous sommes quand même dans la capitale gabonaise. Effectivement, lorsque on écoute ces personnes qui se plaignent, on reste sans voix. Parce que, comme dit le dicton, l'eau c'est la vie. Lorsqu'on n'arrive pas à disposer de ces liquides précieux, on se demande sa raison d'être sur ces terres. L'eau, tout comme l'électricité dans Libreville, est distribuée par un partenaire à l'intérieur d'une concession. La SEG, pour ne pas la citer. La SEG. En tant que responsable du ministère en charge de l'eau et de l'électricité, je ne peux qu'interpeller régulièrement la SEG pour remplir ses devoirs. Ces constats que nous vivons, qui sont exprimés ici, découlent d'un laisser-faire il y a plusieurs années. Vous avez fait allusion tout à l'heure à cet audit de 2010. C'était pour toutes ces raisons que le chef de l'État avait commandité ce audit. Que faisons-nous pour ces Gabonais? Il n'y a pas que les Gabonais d'ailleurs. Que faisons-nous pour toutes ces populations qui vivent à Libreville et à l'intérieur du pays? Et dernièrement, rappelons encore une fois à la SEG ses obligations et ses devoirs. Nous avons convenu de pouvoir signer ensemble et suivre ensemble ce que nous avons intitulé le PAC branchement social. Qu'est-ce que ça signifie? Au lieu que la SEG le fasse comme par le passé, où les aspects de branchement, donc de distribution d'eau et d'électricité étaient confiés à des prestataires sur lesquels il n'a plus le contrôle, nous avons demandé à ce que la SEG puisse revenir à son métier de base, de pouvoir distribuer l'eau et l'électricité, pour ne pas dire commercialiser l'eau et l'électricité. Et pour le reste? Avec, bien évidemment, les branchements.
qui dit distribution, commercialisation, il faut brancher. Il faut brancher correctement. Parce que autant il y a des personnes qui n'ont pas d'eau, autant lorsque vous circulez dans les quartiers, vous avez de l'eau qui coule en permanence. Au vu aussi de tout le monde. En particulier la SEG, qui est censée disposer des équipes commises à ces tâches, de veiller sur les fuites éventuelles. Et même mieux, de faire en sorte que les branchements qui sont faits par leurs prestataires se fassent suivant les règles de l'art. Parce qu'au-delà de l'aspect liquide, pour ce qui est de l'eau que nous perdons également de l'argent. Parce qu'à la fin, on parle de l'équilibre de cette concession, l'équilibre financier de la concession. Mais moi, plutôt, je parle de l'équilibre social de cette convention. Et l'équilibre social, c'est donner de l'eau et de l'électricité à ces personnes qui ne demandent qu'à payer. Mais payer un service de qualité. Ismaël Obiondé et Olga Confort-Okenkali nous ont rejoints sur ce plateau pour la dernière partie de cette émission et donc la dernière série des questions. Ismaël, Olga Confort. Merci Tessa. Je viens d'un quartier, monsieur le ministre, où on s'approvisionne encore dans les puits. Il s'agit de Mindoubé 2 au niveau des pavés Maison Blanche. Je ne sais pas si vous connaissez ce quartier du 5e arrondissement de Libreville. Vous pouvez parler d'une voix audible, que voilà. le ministre vous entende. Alors, l'accès à une eau de qualité en quantité est un droit universellement reconnu, monsieur le ministre. Pourquoi ne parvient-on pas, depuis de nombreuses décennies, à assurer cette eau de qualité en quantité aux Gabonais? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Au-delà des explications techniques qui ont été fournies par la SEG, qu'est-ce qui peut expliquer? Est-ce que c'est un manque de ressources? Est-ce que c'est un problème d'investissement? Qui a-t-il à ce niveau? Je pense l'avoir dit. Vous savez, tout comme vous dites les aspects techniques, moi je ne suis pas un technicien. Lorsque je m'adresse à la SEG, quand je pose des questions à la SEG, je pose des questions en tant que consommateur, en tant que citoyen, qui aspire notamment à une qualité de vie, qui passe à travers la disponibilité de l'eau et de l'électricité. Donc je ne parle pas de technique avec la SEG. Je leur dis, pourquoi est-ce que je n'ai pas d'eau? Moi aussi j'habite un quartier, pour ne pas le citer, à Kanda, dans le Libreville où il n'y a pas d'eau. Je n'ai pas d'eau chez moi. Pourquoi? Est-ce que parce que je suis incapable de payer de l'eau? Non, je ne pense pas. Mais pourquoi est-ce que la SEG ne peut pas me livrer de l'eau? Là est toute la question. Mais lorsqu'on regarde le problème, on se rend compte en fait qu'il y a plusieurs aspects dans la procédure de livraison de l'eau dans nos maisons. Il y a les aspects de production de l'eau, il y a les aspects de transport de l'eau et les aspects de distribution de l'eau. Le constat qui a été fait depuis cet audit de 2010 et jusqu'à maintenant est que la SEG ne voulait plus investir dans les équipements de production, donc dans les gros investissements. Pour quelles raisons? Pour des raisons d'équilibre financier. Et c'est là où je dis, moi je parle d'équilibre social. Monsieur le ministre, gardez le fil de vos idées. Là aussi, on parle d'arrêt de travaux. Des travaux qui débutent et qui s'arrêtent, qui sont suspendus. Alors que le président de la République a annoncé l'année dernière 94 milliards de francs CFA pour résoudre ce déficit en eau potable à Libreville. Comment on peut expliquer tout ceci? L'arrêt des travaux au niveau de Ntoum 7. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'il faudrait que nous puissions comprendre. Dans la disponibilité de l'eau, comme je le disais initialement, il y a les aspects notamment de traitement, il y a les aspects de transport et les aspects de distribution. Ntoum 7, nous sommes au niveau du traitement. Aujourd'hui, si travaux il y a et arrêté, on pourrait dire que ce sont les travaux de la conduite qui amènent l'eau de Ntoum vers Libreville. Est-ce qu'en ce qui est des travaux sur place, au niveau de l'usine même? Oui, bien sûr, au niveau de l'usine Ntoum 7, il y a des travaux. Monsieur le ministre, vous avez évoqué Ntoum 1. Mais c'est une usine qui est prévue pour pouvoir prendre en charge les nouvelles demandes. Donc aujourd'hui, les demandes que nous avons au niveau de Libreville vont être satisfaites avec la production de Ntoum 5 et Ntoum 6 et les forages des équipements que nous avons aux alentours donc, de la ville de Ntoum que nous devions transporter à l'intérieur des tuyaux qui aujourd'hui, effectivement, il faut le reconnaître, ont connu quelques retards de livraison et qui ne nous permettent pas de pouvoir distribuer jusque dans la zone d'Akanda et la zone sud. Parce que à ce jour, et je le confirme, l'eau existe bien au niveau des têtes qui sont constituées par les châteaux d'eau de PK6 et PK9. C'est justement ce qu'on voulait savoir, monsieur le ministre. Vous avez parlé de plusieurs Ntoum là, Ntoum 1, 2, etc., Ntoum 7. Ce sont des usines. C'est des numéros, ça n'a pas de fait. Ce sont des capacités, de traitement. Ce sont des dénominations données aux différents projets. En fait, tout ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui a changé véritablement avec ces Ntoum?
puisqu'on sait que... C'est la demande qui n'arrête de croître. En fin de compte, c'est le retour de l'information. Est-ce que vous avez eu ce retour pour voir que tous les efforts que vous êtes en train de mettre en place servent à quelque chose, finalement? Atteignent le but escompté. Bien sûr, madame, heureusement. Parce que ce que je dis ici, ce n'est pas figé, c'est dynamique. Il faut le comprendre. Pour ce qui est de l'eau, c'est dynamique. C'est dynamique. Il faut le comprendre. Les équipements que nous faisons aujourd'hui doivent pouvoir nous servir pour aujourd'hui et peut-être pour demain. Mais après demain, il faudrait à nouveau investir. Donc on n'arrêtera jamais d'investir dans l'eau et l'électricité tant qu'il y aura de la vie. Toutes les questions qui ont été évoquées ici, Monsieur le ministre, nous ramènent à une dernière question et ce sera votre mot de fin. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Où allons-nous? Quel est le cap fixé par le plan stratégique Gabon émergent? Votre conclusion, Désiré Guédon. Le cap fixé par le plan stratégique Gabon émergent est celui de pouvoir donner aux Gabonais de l'électricité et de l'eau potable en qualité et en quantité. Ça, c'est le cap. Et ce n'est même pas discutable. Et comme je vous le disais, pour atteindre cet objectif, il ne faudrait pas que nous fassions des économies, parce que c'est un objectif dynamique. Tous les jours, la demande croît, l'offre ne suit pas. Et nous sommes obligés de courir derrière cette demande. Donc nous ne devons pas faire des économies pour penser que autant le concessionnaire ou l'autorité concédante, et même les consommateurs, nous ne devons pas penser que le fait pour nous d'avoir de l'électricité chez soi suffit. Il faudrait penser aux autres qui ne l'ont pas. Et donc, faire des économies chez soi. L'État doit continuer à mettre les moyens et le concessionnaire, pour le temps qui lui reste, doit pouvoir penser à l'équilibre social. Et pour cela, nous y veillons au quotidien. Merci, Monsieur le ministre. Désiré Guédon, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Ismaël Obiandé, Olga Conforto-Kenkali, merci à vous d'être passé sur le plateau de Faire Savoir. Faire Savoir, une émission bimensuelle d'information gouvernementale. Merci en tout cas à toute l'équipe. Il faut dire que c'est toute une trentaine de bonhommes qui travaillent derrière les caméras pour réaliser ce bimensuel d'information gouvernementale. Votre émission, notre émission, Faire Savoir, ce nouveau programme né d'un partenariat entre Gabon Télévision et la direction de l'information gouvernementale. Merci à vous de rester fidèles à Gabon Télévision. À bientôt pour un prochain numéro de votre émission, notre émission Faire Savoir. Faire Savoir est une émission bimensuelle d'information gouvernementale. Faire Savoir pour expliquer l'action publique et connaître les activités du gouvernement. Faire Savoir présente aux citoyens le sens de la portée des mesures prises par le gouvernement. Faire Savoir pour écouter les citoyens et donner des réponses à leurs attentes. Faire Savoir, une émission présentée par Rodrigue Tessa Mwanga. Faire Savoir, c'est un mercredi sur deux à 21h
sur Gabon Télévision.